Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce second épisode dédié aux mangroves, une série de 3 épisodes, le premier la semaine dernière, sur les enjeux d'éviter, comment éviter la destruction des mangroves, comment les protéger. Et désormais, les 2 épisodes qui vont se suivre aujourd'hui et la semaine prochaine seront dédiés à la restauration, problématique très technique de restauration. Merci à vous de vous connecter. Comme vous le savez, en tant que fidèle utilisateur de l'outil Zoom, nous allons aujourd'hui bénéficier d'une traduction simultanée grâce à Isabella, que je remercie. Donc, en bas, dans la boîte à outils, dans la toolbox, vous retrouvez le petit icône interprétation que vous voyez ici. Vous cochez la case français ou anglais, et de toute façon, les interventions vont être ou en français ou en anglais, et vous l'aurez dans la langue que vous le souhaitez. De même, pendant la durée de ce webinaire, nous allons avoir des intervenants, et si vous voulez leur poser des questions, je vous propose d'écrire dans la boîte à questions, la question box qui se trouve là aussi dans la barre d'outils en bas, et sur le petit Q&A ou Q&A, vous pouvez écrire les questions. Aujourd'hui, ce sera Enora qui va récupérer ces questions, qui va les synthétiser si plusieurs partent d'un même sujet, et c'est elle qui sera votre porte-parole pour poser ces questions au speaker du jour. Idem, je rappelle au speaker que c'est enregistré, donc attention à tout ce que vous allez dire, tout ça va être regardé précieusement sur notre YouTube de la délégation européenne internationale du Conservatoire du littoral, mais aussi sur la page ICO Solutions. Donc là, nous sommes dans cette série sur la restauration écologique des mangroves. L'idée, c'est donc de partager des pratiques, de partager des expériences, et de manière à ce que vous puissiez être, vous, les plus à même de travailler sur leur réplication sur vos territoires en tirant toutes les leçons. Mais effectivement, chaque contexte, chaque territoire est spécifique, et donc c'est en se nourrissant de ces expériences et de ces différents retours, bons ou mauvais, et on aura la chance d'avoir quelques interventions aujourd'hui qui nous feront part des problématiques auxquelles ils ont fait face. Vous pourrez vous enrichir vos compétences et nourrir vos réflexions pour votre bonne le capitaine Diallo qui nous rejoint. Merci, monsieur Diallo, si vous pouvez couper votre micro. Merci beaucoup. Nous vous attendions, nous sommes ravis de votre arrivée. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer effectivement de nous concentrer sur ces problématiques de mangroves et de leur enjeu de restauration écologique. Donc, EcoSolutions, c'est une démarche engagée par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, le Conservatoire du littoral, et d'autres nombreux partenaires français et internationaux, dont l'IRD. Et notre idée, c'est de réfléchir à des solutions tous ensemble en échangeant entre ONG, chercheurs, institutions, bailleurs de fonds, et de manière à essayer de trouver des solutions et de réfléchir collectivement à leur mise en œuvre et au retour d'expérience pour leur réplication. Donc, on est vraiment dans cette démarche avec ces ateliers. Plusieurs partenaires ont participé à l'organisation de ce deuxième épisode, dont le Conservatoire du littoral. J'en suis le délégué pour la coopération européenne et internationale. Il y a aussi nos collègues de l'Initiative pour les petites îles de Méditerranée et SMILO, qui est la Small Island Organization, qui est un réseau international d'îles et de labellisation de leurs bonnes pratiques en termes de gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, de la biodiversité et des paysages. Donc, la semaine dernière, comme je vous disais précédemment, l'épisode était consacré à comment éviter la dégradation et la destruction des mangroves. Donc, vous pouvez le retrouver, cet épisode qui a été enregistré en replay sur le site web de EcoSolutions. Aujourd'hui, notre sujet sera donc vraiment la reforestation, les innovations et les principaux challenges. Et la semaine prochaine, même heure, même endroit, vous pourrez retrouver le 3e épisode qui sera plutôt orienté sur la restauration passive, même si les enjeux entre la restauration active et la passive sont discutables, et on va justement en parler aujourd'hui. Dans les gens qui ont participé à l'organisation, Enora, que je remercie, qui a été dans
l'organisation générale, qui sera aujourd'hui à la boîte à questions. Angélique Triguel, qui se retrouve aujourd'hui en back-office et qui communique avec vous si jamais vous avez des soucis et qui répond à vos différentes questions. Cyrielle, qui est la gestionnaire de projet de ce projet ICO. Et Isabella, encore, qui va être notre interprète aujourd'hui. Nous allons avoir quatre intervenants, une introduction générale de Marie-Christine Cormier-Salem de l'IRD, qui va se présenter dans quelques minutes, de Alioune Diallo ensuite, qui va nous parler depuis l'aire marine protégée de Gandoul au Sénégal, puis Johanna Jupin, qui va nous parler à partir de son expérience de l'ONG Humedales Sostenible, au Mexique. Et à la fin, nous aurons le docteur Jorge Herrera Silveira, qui est lui aussi du Mexique, qui va nous partager un retour sur un guide de restauration écologique qui a été fait pour la zone mésoamérique. Après chacune des interventions, vous pourrez, pendant les interventions, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la boîte à questions. Et ce sera donc Enora qui les posera après chaque intervenant. Donc voilà, comme les quatre personnes du jour qui sont des spécialistes des enjeux mangroves, que ce soit en termes de réflexion, que ce soit en termes de recherche, que ce soit en termes d'action sur le terrain ou en termes de gestionnaire, nous aurons la chance de partager toutes ces expériences. Je vais passer tout de suite la parole à Johanna Jupin, de manière à ce qu'elle puisse se présenter en une petite minute. Johanna, à vous la parole. Oui, bonjour à tous. Je suis Johanna Jupin. Je suis une étudiante de doctorat en co-tutelle entre Sorbonne Université en France et la UNAM au Mexique. Et je suis membre de l'association Humedales Sustentable. Et je vais vous présenter l'association et le projet qu'on a en ce moment. Voilà. Merci beaucoup, Johanna. Nous avons maintenant le plaisir de retrouver M. Alioune Diallo, capitaine Diallo, qui est le manager, le gestionnaire de la réserve marine de Gandoul. Bonjour. Alioune, à vous la parole. Qui êtes-vous? Bonjour, capitaine Alioune Diallo. Je suis le conservateur de l'aire marine protégée du Gandoul, qui se trouve dans la réserve de biosphère du delta du Saloum. Voilà, je suis titulaire de master en sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Merci. Merci beaucoup. On aura le plaisir de vous retrouver dans quelques minutes pour présenter votre expérience sur le Gandoul. Docteur Jorge Herrera Silveira, please, por favor, est-ce que vous pouvez vous présenter en une petite minute? Hello. Good morning in Mexico. Good afternoon in France. Well, I am titular professor from a research center in Mexico. I have been working for 30 years in mangrove ecology and another aspect in order to understand why not success the restoration in many areas in the world. And now we have a strategy for mangrove restoration has been used in several countries around the world. Thank you. Merci beaucoup, docteur, pour votre courte présentation. Et maintenant, nous allons retrouver Marie-Christine Cormier-Salem, qui nous avait déjà fait l'honneur et le plaisir de son introduction la semaine dernière. Avant de vous laisser complètement la parole et de vous présenter et de présenter votre introduction, je voudrais juste revenir sur le fait que la semaine dernière, pour l'épisode numéro 1, nous étions avec 32 pays représentés à ce premier épisode, ce qui veut dire qu'il y a effectivement un enjeu sur les mangroves et un besoin d'échange. Donc, nous sommes ravis que ce soit l'occasion pour toutes ces personnes de se retrouver. Voilà, nous sommes une centaine aujourd'hui. Marie-Christine, à vous la parole et après je passe au slide. Merci et bonjour à tous et à toutes. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, ça sera aussi passionnant que la semaine dernière. Donc, je suis directrice de recherche en sciences sociales à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et je relève d'une unité qui s'intéresse aux questions de patrimoine et patrimonialisation dans le contexte des changements globaux et qui est basée au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et je travaille depuis une quarantaine d'années sur les mangroves et notamment, je m'intéresse à tout ce qui concerne les perceptions, les usages et la gouvernance des mangroves, et notamment plus récemment sur les questions de biodiversité et équité.
Donc, j'ai le plaisir de faire une courte introduction donc, pour cet épisode, essentiellement pour ouvrir les débats et pour montrer effectivement la portée des enjeux de cette thématique. Et j'ai repris en fait le titre de cet épisode 2 en essayant de les décliner. C'est pas facile parce que chaque terme en fait appellerait de longs débats. Donc ce que je vais pas faire parce qu'on est limité par le temps. Le premier terme actif, bon, aujourd'hui on va s'intéresser à la restauration, aux techniques de restauration active et la semaine prochaine passive, puisqu'on va aborder les solutions basées par la nature. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux techniques qui sont donc artificielles, qui sont menées par des acteurs, et avec la question de quels acteurs interviennent et est-ce que c'est des acteurs effectivement des acteurs locaux ou est-ce que c'est des acteurs extérieurs au milieu, qui soient des ingénieurs, des ONG, etc. etc. Et on voit bien qu'effectivement les démarches ne sont pas les mêmes. En termes de techniques, il y a énormément de techniques différentes et de mesures. Donc à la fois des techniques en termes d'ingénierie, mais aussi des mesures en termes financiers, juridiques, etc. etc. On en parlera beaucoup aujourd'hui, depuis les reboisements, les plantations, jusqu'à la restauration qu'on appelle maintenant écologique et qui n'est pas l'équivalent de la restauration. Au-delà des techniques, il faut se demander, mais pour qui, pourquoi et qui sont les bénéficiaires de ces interventions. Et puis, il y a un point particulièrement important qui concerne et qui fait vraiment l'objet d'énormément de discussions et qui est, je dirais, qui est au centre de nombreuses réunions et de négociations internationales autour de la politique du carbone bleu. Alors, je vais être un peu provocatrice pour certains, mais je vais dire que les crédits carbone, c'est un marché de papier et je considère, et on pourra peut-être en discuter, que le mécanisme REDD+, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre la déforestation, est une mystification avec de nombreuses dérives. Parmi effectivement les questions, je pense qu'il est très importante, il y a de plus en plus de guides pour essayer de conduire la restauration qui soit un succès. Je pense que tout d'abord, il faut tirer les leçons des échecs passés. Et avec des collègues scientifiques, on est nombreux à s'interroger, à questionner sur la légitimité de continuer à planter des arbres. Est-ce que c'est toujours et encore nécessaire de planter des arbres, sachant que la mangrove en plus ne se réduit pas à une forêt de palétuviers. Il faut essayer aussi de montrer quels sont les indicateurs du succès de ces interventions, à la fois en termes de est-ce qu'ils sont vraiment adéquates, cohérents, effectifs, efficients, quels sont leurs impacts à la fois en termes par exemple, de tous les services qui sont issus des mangroves, que ce soit en termes de séquestration du carbone, en termes de biodiversité, en termes de lutte contre la pauvreté, de maintien des conditions de vie des populations, et donc toutes les questions aussi de durabilité, de pérennité de ces interventions. Ce n'est pas uniquement sur le court terme qu'on peut l'évaluer, mais il faut l'évaluer aussi sur le long terme. Et s'interroger sur les risques de trade-off, de contraintes, de tensions entre les objectifs du développement durable. Quand on fait de la monosylviculture pour atténuer le changement climatique, cela ne répond pas aux exigences de la biodiversité. Comme le nom l'indique, c'est diversité biologique, surtout quand c'est sur une seule espèce. Et puis aussi des problèmes de tension avec les autres objectifs du développement durable, que ce soit en termes de lutte contre la pauvreté, contre la faim et d'équité. Donc, nous souhaite à tous des échanges fructueux à partir donc effectivement d'expériences, et j'essaierai de tirer quelques sinon leçons, en tout cas perspectives à la suite des échanges qu'on va avoir au cours de cet épisode. Merci de votre attention. Merci beaucoup Marie-Christine d'ouvrir le débat sur ce ton, et effectivement je suis très intéressé par ces réflexions sur le crédit carbone. Nous préparons un nouvel épisode dédié aux ces enjeux de carbone et la mystification du réseau REDD+. Je ne suis pas loin de penser à peu près la même chose. Donc, ça sera intéressant d'avoir un débat avec des gens qui en sont plus convaincus, et on pourra parler de crédit carbone aussi sur les problématiques de mangrove.
nouveau sujet évidemment complexe, avec peu d'argent qui arrive au final sur les vrais gestionnaires qui font des actions concrètes et les relations entre biodiversité et changement climatique. Là aussi, il y a beaucoup à dire, mais en tout cas, merci d'avoir évoqué tout ça. Je vais passer tout de suite la parole au capitaine Diallo, qui nous parle depuis le Sénégal, depuis la marine protégée du Gandoul. Alioune, à vous la parole. Je vous laisse remettre votre caméra et votre micro. Et puis, c'est moi qui vais avancer vos slides au fur et à mesure de votre présentation. Est-ce que vous avez pu vous connecter? Ça ne saurait tarder, en tout cas. J'ai dit, qu'est-ce que tu peux voir si tout fonctionne bien pour... super, ça fonctionne. Alioune, merci beaucoup de nous rejoindre, de nous parler depuis chez vous au Sénégal. Je vous laisse la parole et moi, je m'efface. À tout à l'heure. Et pendant la présentation excusez-moi, du capitaine Diallo, merci à ceux qui veulent poser leurs questions au fil de l'eau, de les écrire sur la boîte questions et réponses. À vous. Bonjour, je vais vous faire la présentation du projet de restauration des écosystèmes de mangrove dans l'aire marine protégée du Gandoul et sa périphérie. L'aire marine protégée du Gandoul est dans la réserve de biosphère du delta du Saloum. Et si vous constatez concernant cette carte-là, elle est composée du fleuve Diombos et le Saloum. Et aussi, à travers la carte, il y a beaucoup de fonds verts. Ça représente les forêts de mangrove. Tout à fait à gauche, à travers ces photos-là, si vous constatez des visu, il y a beaucoup de menaces dans l'aire marine, la salinité, les coups de bois, de mangrove, l'extraction de sable marin, etc. Allez-y. Slash. Allez-y. Voilà. Et comme on est dans un contexte de reboisement de mangroves, on est dans l'aire marine protégée du Gandoul dans un contexte de cogestion entre État et les communautés. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on discute avec les communautés. Si vous faites ça, il est intéressant, avant de faire quoi que ce soit, on pose beaucoup de questions à ces communautés, l'historique du site. Et pourquoi? Parce que des fois, ce sont des zones sacrées et l'historique vraiment nous permet de connaître le foncier. Et à travers ça, les communautés peuvent donc se l'approprier. Après l'étape de consultation des communautés, on fait une descente sur le terrain. Et si vous constatez, il y a des photos tout à fait donc à droite. On est en train de discuter avec quelques membres de la communauté. Deux, on est au niveau donc, de l'écosystème. Et qu'est-ce qui nous intéresse? Il y a donc le substrat, le cas donc de l'hydrologie, le cas de la toposéquence, et aussi on prend des paramètres physico-chimiques. En dehors de ça aussi, on fait le diagnostic pour voir est-ce qu'il y a sur le milieu des pressions sur les ressources naturelles. Vous continuez? OK? OK? Allez-y. Voilà. Et quand on constate avec les communautés que le site est fertile, là, on procède à la phase collecte. Comment ça se passe? On identifie une zone contiguë à la zone où on veut faire le reboisement. Après cette étape, on mobilise la communauté.
Et dans la zone du delta du Saloum, les communautés sont très bonnes en matière de qualité de semences. Elles ont acquis beaucoup d'expérience pour la collecte de qualité de semences. Et après l'étape, on fait le stockage. Mais pour ce qui concerne le stockage, ce qui est très intéressant, c'est de mettre tous les sacs dans l'eau juste à côté de l'écosystème de mangrove. Parce que si on ne fait pas ça, si vous constatez la photo 2 et la photo 3, les semences risquent de perdre vraiment leur qualité. OK? OK? Voilà, après la phase de collecte, ce qui suit après, c'est donc le piquage. Et comment ça se passe? Ce qui est intéressant, c'est le port donc, de gilets et de sauvetage, la sécurité lors du voyage. Et si vous constatez la première photo, les femmes sont en train de faire le tri sélectif. Parce qu'après le stockage, on peut voir des semences qui perdent leur qualité. Et après le tri fait par les femmes, il y a, si vous constatez la photo 2, il y a le transport. Et après le transport, si vous constatez la photo 3, il y a des jeunes filles qui sont en train de faire le repiquage. Et là, dans la zone du delta du Saloum, en matière de repiquage, il n'y a pas de standard. Des fois, il y a des distances de 1 sur 1, 1,5 des fois sur 2. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de... En matière d'écartement, il n'y a pas quelque chose de standard. OK, vous continuez. Allez-y. Voilà. Après l'étape de collecte et l'étape de repiquage, au niveau de l'aire marine protégée du Gandoul, on a établi avec l'ONG Wetlands International un protocole de suivi. Et comment ça se passe? Si vous constatez tout à fait, pour ce qui concerne donc la colonne gauche, ça prend en compte le temps de suivi. Soit nous, ici au Gandoul, en fonction de nos moyens, on fait ça par 3 mois ou bien on fait ça 2 fois par année. Et la colonne qui suit, ça concerne donc la date. La colonne qui suit, ça concerne la parcelle, soit la parcelle 1, soit la parcelle A, ou bien la parcelle F. Et après, on prend, lors de nos activités de suivi, les paramètres écologiques, le taux de salinité, l'oxygène dissous, la température, texture du sol, etc. Et après cette étape aussi, on prend les paramètres bioécologiques. On compte les feuilles, on prend donc des plantules et on sait qu'il y a des traces de vie. OK, vous continuez. OK. Vous continuez. Voilà. Et en fin de compte, on a constaté en matière d'expérience, selon beaucoup d'années de reboisement, il faut éviter de reboiser, si vous constatez la photo 1, il faut éviter donc de reboiser dans les zones où il y a beaucoup de sable, éviter les sols durs et compacts, éviter les zones où on ne trouve pas l'espèce qu'on reboiser. Et quand il s'agit aussi de faire la prospection, il serait intéressant de faire ça le mois d'avril et le mois de mai. Parce que quand on fait ça,
Par exemple, le mois d'août au Sénégal, il y a beaucoup de pluie et on constate que pour ce qui concerne les marées, on note des fois avec le gonflement vraiment des eaux que des limites qui peuvent à l'avenir nous tromper. Donc, ce qui serait intéressant ici dans la réserve de biosphère, c'est de faire la prospection pour connaître vraiment la limite des hautes marées. Donc, il faut faire ça le mois d'avril et le mois de mai. Et donc, aussi en matière de reboisement, il faut voir, il faut éviter de faire que le reboisement de propagules qui ne sont pas matures et éviter aussi de reboiser dans des zones de boal, dans des zones de hauteur et aussi éviter de reboiser dans des zones où en période de marée haute, les pêcheurs viennent faire la pêche. Ça, il faut vraiment l'éviter. Sinon, vraiment, en un temps record, les pêcheurs vont tomber toutes les semences. Et en fin de compte, si vous constatez la photo 2 et 3, on a constaté lors de nos activités de suivi, il y a quelques attaques de la part des insectes et ça termine par tuer vraiment la plantule. OK, vous continuez. OK. 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 Voilà, en fin de compte, si vous constatez les photos qui sont tout à fait à droite, c'est des photos prises lors de nos activités de suivi. Et lors de, donc, si vous faites le constat, on met des transects et donc beaucoup de cas droits. Ce sont des carrés, soit de 5 mètres carrés, mais ça, c'est en fonction de la taille de la parcelle. Et la photo 2, aussi, on est en train de prendre la taille des plantules. Et en fin de compte, la photo 3, ce sont les outils qui nous permettent de faire le suivi. Et pour terminer, on a suivi avec beaucoup de succès, pas de réussite, mais avec beaucoup de succès, des parcelles qui ont été reboisées par le projet Vivre mieux de la mangrove dans le delta du Saloum, dans l'aire marine protégée et sa périphérie. Et en fin de compte, selon nos techniques de suivi, on a constaté une tendance des taux de rendement de 74,66%. Voilà, c'est ça que j'avais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alioune. Restez avec nous, on va vous poser quelques questions. La première question que je me pose, c'est quel a été le déclencheur? Pourquoi vous avez lancé un tel programme? Pourquoi vous êtes allé chercher des financements auprès des PPI et des centres? Voilà. Quelle a été la prise de décision initiale? Quel a été le vecteur qui vous a, vous, en tant que gestionnaire, dit qu'il fallait se lancer dans un programme de restauration des mangroves? Je vous remercie pour cette question-là. Au fait, on est dans des zones où on a constaté que les communautés ne vivent que de ce que leur offre la nature. Et on a constaté aussi des fois, il y a des zones qui font l'objet de dégradation. Et pour essayer pas de régler définitivement ce problème, pour essayer donc de pallier, essayer donc de faire l'atténuation, et on a préféré aller vers les bailleurs comme le PPI
du comité français de l'UCN pour chercher des fonds et essayer de reboiser au nom de la conservation. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Enora qui a collecté vos questions dans la boîte à questions et puis je reprendrai la parole après. On se laisse une dizaine de minutes pour les questions. Enora, à toi. Bonjour à tous. Alors, la première question, c'est comment avez-vous mobilisé et engagé les communautés pour la plantation des mangroves et est-ce qu'il y a des récompenses ou alors c'est sur la base du volontariat? Est-ce que vous pouvez reprendre? Oui, alors comment vous avez mobilisé les communautés pour la plantation des mangroves et est-ce qu'il y a des récompenses lorsqu'ils font ce travail ou alors c'est sur la base du volontariat? Avant tout, il faut savoir qu'on est dans le cadre d'une cogestion. Tout ce qu'on fait, c'est discuter au sein d'un comité de gestion composé des membres de la communauté et de nous en tant qu'agents de l'État et des partenaires qui nous appuient dans la conservation. Et des fois, lorsqu'on fait des activités de reboisement, à travers les projets de restauration, il y a quelque chose qui est prévu pour les communautés. C'est juste pour le transport, soit transporter, aller faire la collecte de semences, ou bien transporter et aller faire le repiquage. Et ce qu'on les donne vraiment, ce sont des miettes. C'est pas quelque chose dont on ne les paye pas. C'est quelque chose de symbolique. Voilà. Et aussi, ça permet quand même à ces femmes de régler vraiment des fois leurs besoins humains fondamentaux. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, c'est sous quels critères vous avez réussi à choisir les espèces à replanter et comment vous avez identifié les sites à restaurer? Voilà, si vous faites le constat, comme le temps est vraiment réduit, avant de faire quoi que ce soit, il faut discuter avec les communautés et voir le site. Est-ce que soit c'est un site vraiment sacré ou bien voir le foncier. S'il n'y a pas de litige, s'il n'y a pas de souci, et là, on va aller avec nous en tant que les techniciens de la direction des aires marines protégées, aller avec les communautés. Et là, il faut dire que les communautés ont de l'expérience, ont des notions empiriques. Donc, nous, on travaille avec ces communautés-là. Même des fois, ce sont même les communautés qui nous disent faites ceci. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce que nous faisons, avant quoi que ce soit, on part sur le terrain et on va faire beaucoup de prélèvements. Le substrat, quel est le type de mangrove qu'on trouve là-bas, le cas de l'hydrologie, etc. Donc, on prend tous les paramètres écologiques et les paramètres aussi, je veux parler de la biologie, on prend tous ces paramètres-là et après, on va voir est-ce que la zone est fertile. Si c'est fertile, on fait cette activité. Si ce n'est pas fertile, on laisse tomber. D'accord, très bien, merci beaucoup. Une autre question, c'est est-ce qu'il y a du coup des exigences par rapport à la période de repiquage? Donc, par exemple, tout ce qui est salinité, marée, si c'est période pluvieuse ou sèche. Voilà, au Sénégal et particulièrement dans la réserve de biosphère du delta du Saloum, là, ce qu'on fait, on reboise en période de pluie quand ça pleut beaucoup, et particulièrement le mois d'août. Au Sénégal, on a constaté que le mois de juillet, août et le mois de septembre, là, il y a des pics. Et c'est dès lors qu'on profite donc de l'occasion pour faire le reboisement. Ça permet aux propagules facilement de s'adapter. Parce que quand ça pleut
beaucoup, le taux de salinité, ça va baisser et facilement, les propagules n'auront pas de stress et facilement, ça va aller. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, c'est pourquoi le suivi se termine à partir du 18e mois de plantation? Est-ce que vous savez si le taux de survie est faible ou alors il est fort? Et aussi, votre programme, il va durer combien de temps? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, pourquoi le suivi se termine à partir du 18e mois de plantation et combien de temps va durer votre programme? En matière de suivi des écosystèmes donc de mangroves, ce n'est pas un problème de timing. C'est que si vous constatez dans le protocole de suivi, on ne peut pas, dans une page, faire toutes les années. Donc, c'est juste un petit exemple. Mais si vous constatez le dernier diapo, j'ai fait des activités de suivi des parcelles reboisé depuis 2014. Donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, il n'y a pas de timing. Donc, en matière de suivi, ça dépend des moyens, surtout financiers et aussi voir dans l'année quelles sont les périodes favorables pour faire le suivi écologique. Merci. Très bien, merci beaucoup. Et enfin, une dernière question. Est-ce que vous avez sensibilisé les pêcheurs pour éviter qu'ils viennent dans les zones où ils avaient replanté de la mangrove? Si vous faites le constat, lors des activités de prospection des sites, avant tout, on discute avec les communautés, toutes les catégories d'acteurs. On ne laisse personne. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on est dans le cadre d'une co-gestion. Tout ce qui se fait se décide dans le comité de gestion. C'est le comité de gestion qui va dire que, tiens, concernant ce site-là, en période de marée haute, il y a des pêcheurs qui viennent pour des activités de pêche. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on fait une prospection correcte. Voilà. Et puis, quand la prospection est vraiment bonne, tout se passera bien. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci beaucoup, capitaine Diallo. Et effectivement, cette dernière intervention où vous parlez des comités de gestion répond parfaitement à la question de Enriquez qui nous écrivait de Mozambique sur l'implication durable des communautés. Effectivement, les comités de gestion au Sénégal sont particulièrement riches. Ce sont vraiment des lieux d'échange et c'est une vraie co-gestion qui est apportée effectivement avec les communautés locales, que ce soit les pêcheurs, les agriculteurs ou les différents intervenants et usagers des aires marines protégées. Merci encore, Monsieur Diallo. Nous allons passer désormais à Johanna. Et je crois que ce sera aussi l'occasion de répondre à une des questions qui a été posée par Shelton un peu plus haut sur les problématiques de pépinière, nurserie. Je crois que ça va être évoqué par Johanna. Donc voilà pourquoi on n'a pas répondu à certaines des questions, parce qu'elles vont être abordées désormais. Johanna, à vous la parole. Très bien, merci beaucoup. On va passer directement à la suivante. Je vais d'abord présenter à peu près pourquoi on a besoin de reforester dans notre association et dans cette zone en particulier. L'association Humedales travaille dans un système qui s'appelle Marismas Nacionales, qui est situé sur la côte du Pacifique au Mexique. Et ce système, il a une extension de mangroves d'à peu près 20% des mangroves du pays. Donc, c'est un système très important au Mexique. Et malheureusement, il a été sujet à de nombreuses modifications par les activités humaines. Et par exemple, comme on le voit dans les images en bas à droite, la création de canaux entre l'océan et les lagunes du système qui avait pour but d'augmenter la pêche dans les lagunes et de créer des connexions d'eau marine dans le système. Mais malheureusement, ça a complètement changé l'hydrodynamisme du système. Et il y a des zones qui ont été détériorées. Et par exemple, le nord du système, du côté de l'État de Sinaloa,
Et dans la zone de Escuinapa, on a eu des pertes de milliers d'hectares de mangroves. Pourquoi? Parce que ce changement de l'hydrodynamisme a créé des zones hyper salines où les mangroves ne pouvaient plus survivre. Et donc, on se retrouve avec des paysages de presque de cimetières de troncs morts parce que les conditions ne sont pas favorables aux mangroves. Suivante. C'est pourquoi l'association Humedales a pour but de restaurer et de conserver ces zones détériorées. Elle est présente depuis 2017, mais elle est le fruit de dizaines d'années d'expérience des différents spécialistes qui la composent. Aujourd'hui, l'association a 8 membres qui ont tous un rôle important dans l'association sur le terrain ou dans le rayonnement de l'association au Mexique et à l'international. Et depuis 2016, l'association a reforesté 300 hectares de mangroves dans le système de Marismas Nacionales Sinaloa, avec un taux de succès en moyenne de 85%. Suivant. Et maintenant, je vais vous présenter le dernier projet en date, qui est la restauration d'un polygone de 25 hectares entre 2024 et 2029. Qui est une partie du site de Marismas Nacionales Sinaloa, qui est un site Ramsar. Ce projet va reforester 30 000 pieds de palétuviers qui seront pérennes et une production additionnelle de 10 000 pieds pour compléter cette reforestation. La distribution des différentes espèces entre le palétuvier rouge, le blanc et le noir qui sont naturellement présents dans la zone. Cette distribution de production est déterminée en fonction de la distribution naturelle des espèces dans la zone. Et ce projet, il est financé par un système de donation de particuliers et d'entreprises mis en place par l'association française A Tree for You, qui collecte dès cette année un total de 150 000 € pour la reforestation de 25 hectares dans ce site, ce qui correspond à peu près à 5 € par arbre et 6 000 € par hectare. Et tout ce budget permet de mettre en place les différentes étapes du projet que l'on va voir maintenant. Next. Et toute la clé du succès de ce projet, c'est toute la préparation du projet et du site en collaboration avec les communautés locales qui vont appuyer et qui vont soutenir tout le projet. La première étape, c'est la prospection. Donc, les spécialistes de l'association vont aller sur le site. Ils vont faire différentes analyses, en particulier de la microtopographie, qui va permettre de voir la distribution des différentes espèces le long d'un profil topographique. La bathymétrie, on va mesurer différents paramètres physico-chimiques comme le pH, la salinité, la qualité de l'eau. On va aussi mesurer la concentration en différents nutriments et en matière organique. Toute cette partie-là va permettre de savoir où on va pouvoir mettre notre projet de reforestation et quelles sont les conditions actuelles dans le site et qu'est-ce qu'on va devoir faire pour créer des conditions favorables à nos palétuviers qu'on va ensuite planter. Mais ça, c'est une phase très importante parce que sans ça, ce n'est pas seulement de planter un arbre dans le site qui va faire qu'on va pouvoir reforester. Il y a toute une préparation du site avant. Et une fois qu'on connaît le site, on sait où reforester et qu'on a planifié tout le projet, on va, en numéro 3, construire des canaux secondaires qu'on va connecter à des canaux qui sont déjà existants sur le site. Et on va créer aussi des terrasses le long des canaux parce qu'on sait que les différentes espèces s'organisent le long de ce profil topographique. Cette étape va se faire plutôt en mars dans l'année. Et ensuite, une fois qu'on a les canaux et on a les conditions nécessaires, les canaux sont très importants parce qu'ils vont permettre d'apporter l'eau jusqu'aux zones qui sont hyper salées et aussi de faire baisser la salinité, de créer un gradient de salinité le long de ces canaux. Et on continue à mesurer cette salinité jusqu'à qu'on ait une teneur en salinité favorable à
à la croissance des palétuviers. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller dans des zones saines du système, collecter les graines et les propagules de palétuviers des 3 espèces que je vous ai dit. Next. Et une fois qu'on a les graines des différentes espèces, on va créer la pépinière. Dans le même système, on a une pépinière au milieu de la lagune et chaque graine ou propagule va être plantée dans des sacs individuels et le pied de palétuvier va rester dans la pépinière une année entière avec différentes étapes d'acclimatisation, de lumière et de salinité par l'arrosage qui va permettre au plant de palétuvier peu à peu de s'adapter à ces conditions naturelles une fois qu'on va le replanter. Une fois qu'il a passé une année, on va le transporter et on va le planter le long des canaux qu'on a construits précédemment à une distance particulière pour pouvoir avoir une densité d'arbres bien précise. Et une fois qu'on a planté ces pieds de palétuvier, il y a toute une partie aussi maintenance et contrôle des mêmes paramètres comme la salinité, comme la matière organique, qui vont nous permettre d'avoir vraiment un contrôle de cette zone et de pouvoir intervenir s'il y a besoin, par exemple, de maintenir les canaux pour maintenir l'accès à l'eau ou de, par exemple, ajouter des plants. C'est pour ça qu'on avait 10 000 plants additionnels pour pouvoir planter de nouveau des plants quand il y a des pertes. Suivant. Et donc, en conclusion, les clés du succès de notre projet, c'est toute cette partie préparation avant le projet, préparation du projet et de la zone. Ensuite, la production dans la pépinière de pieds de palétuvier avec une distribution qui est proche de la distribution naturelle sur le site. Et ensuite, toute une partie de maintenance et de contrôle du site plusieurs années après la plantation pour pouvoir obtenir finalement, comme on le voit à la droite, une densité d'arbres qui sera suffisante pour que la mangrove d'elle-même colonise naturellement le site. Et si vous voulez un peu plus d'informations sur ce nouveau projet ou vous voulez soutenir l'association, rendez-vous sur la page internet de Tree4U où tout est expliqué. Vous avez la possibilité de donner à l'association. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Johanna, mais restez là parce qu'il va y avoir des questions pour vous. Il y a pas mal de questions autour des enjeux de pépinière et des financements. Donc, moi, je vais commencer par vous poser cette première question sur le financement. Le système avec Tree4U, c'est un système de crowdfunding. Et comme ça, ils ont réussi à mobiliser pour vous, là, 150 000 € notamment. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a des dons de particuliers. Ils sont aussi en partenariat avec certaines entreprises. Et nous, on a défini un projet et eux, ils ont ce but de récolter cet argent pour nous et de favoriser l'accès à ces fonds. Et autre question liée à ça, est-ce qu'ils sont prêts à financer d'autres zones de mangrove partout sur la planète, puisqu'il y a visiblement pas mal de demandes? Ils ont sur toute la planète des projets. Pour être collaborateur de Tree4U, il faut poser son dossier, défendre son dossier. Et peut-être, si vous avez un bon dossier, ils peuvent vous accepter. Il y a toute une partie d'études du projet avec des spécialistes pour voir si le projet est viable. Et je suis sûre que si votre projet est bon, vous avez peut-être une possibilité d'être choisi. Merci beaucoup. Avant de lui donner la parole à Enora, qui a continué à récolter des questions. On en a énormément aujourd'hui. Je suis désolé, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Vos questions seront relayées aux experts. Voilà, si on n'a pas du temps de toutes les poser, on essaye de les agglomérer. Une dernière question avant que Enora prenne le relais sur les pépinières. Comment est-ce que vous avez choisi l'emplacement de la pépinière? Comment, est-ce qu'il faut que ce soit déjà un peu dans l'eau? Enfin voilà, racontez-moi un peu plus sur ces problématiques de pépinière. Il y a pas mal de questions autour de ce sujet. Le choix de l'association, c'est d'avoir une pépinière qui est directement sur le site.
Donc, le site, c'était une forêt. Maintenant, comme on voit sur la photo en haut, c'est une zone qui n'a plus de forêt, mais qui possède des lagunes, des corps d'eau, etc. Donc, on est directement sur le site de Marismas Nacionales et on est juste à côté de la communauté avec qui on collabore et qui travaille dans la pépinière. Un intérêt aussi d'être dans le site, c'est d'avoir accès à l'eau qui est déjà salée ou qui va pouvoir arroser les plants au fur et à mesure. Et ensuite, on est proche aussi de l'embarcadère où les petits bateaux de pêcheurs vont pouvoir aller directement dans la zone. Donc, l'idée, vraiment, c'est d'être sur le site et d'avoir accès à tout dans le site et aussi d'habituer les plants déjà à avoir des conditions proches de celles qu'ils auront une année ensuite dans le propre site. Merci beaucoup. Une question toujours par rapport à ça. Est-ce que vous avez des documents, du matériel didactique ou technique sur cette gestion des pépinières qui pourraient être, si vous pouvez nous les envoyer, nous on les partagerait à l'échelle effectivement. Alors, on a sûrement des choses en espagnol. Très bien. Tout ce travail, comme je disais, il est le fruit de dizaines d'années d'expérience de différents spécialistes qui ont mis en place cette association et qui ont toute une méthodologie. Et cette méthodologie, elle est aussi adaptée à ce site en particulier et avec toute une expérience pour ce site en particulier. Je suis sûre qu'il existe une partie de ces documents qu'il faudrait peut-être traduire, mais je suis sûre qu'il est possible d'avoir cette documentation. Merci beaucoup. Bien sûr, un peu adapté à chaque site. Bien sûr, bien sûr. Dans l'épisode 1, ça avait été rappelé par Marie-Christine, effectivement, chaque territoire a son propre contexte, que ce soit… Ce site en particulier, il a une histoire, comme je vous le disais, qui explique pourquoi aussi on doit intervenir avec les canaux et pas seulement planter. Ça sera vraiment l'objet de ces deux épisodes aujourd'hui et la semaine prochaine, effectivement. C'est des stratégies actives et des stratégies basées sur les solutions fondées sur la nature. Et là, vous êtes un petit peu sur ces deux problématiques. Et Nora, à toi la parole. Et puis, je reviens dans quelques minutes pour poursuivre. Alors, il y a énormément de questions. Je m'excuse d'avance, on ne va pas pouvoir répondre à tout, comme on a dit avant. Une première question, c'est pourquoi un suivi de 6 ans? Qu'est-ce qui a défini cette durée et est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Le projet, il a été fait sur les 6 ans, en fait. Du coup, c'est un projet qui a été fait pour A Tree for You, mais qui avait aussi cette idée dès le début que ce n'est pas seulement planter et puis on laisse dans le site. Il y a toute une période où on doit contrôler tous ces paramètres que je vous disais et aussi de voir s'il y a besoin d'intervention dans les années suivantes. Et cette période de 6 ans a été définie par les spécialistes de l'association. Ils ont vu depuis 2016 combien d'années environ il faut pour que le site soit un peu plus autonome. Et en général, c'est après 4 à 6 ans que le site naturellement colonise de nouveau naturellement et n'a plus besoin d'intervention. Ça a été fait à partir de l'expérience des scientifiques. Ok, très bien, merci beaucoup. Une question un peu plus technique sur les conseils de plantation. Faut-il planter en ligne à distance régulière ou planter de manière intercalée à distance variable? En fait, on plante le long des canaux et on plante différentes espèces le long de ce profil topographique. Donc, il y a une distance, on plante à peu près 5 pieds par mètre carré des deux côtés du canal. Et ensuite, on a différentes espèces le long du profil aussi. Donc, ça dépend du canal et ça dépend aussi en vertical de ce que l'on plante. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, quel est le système qui est utilisé pour l'irrigation? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que les pépinières d'espèces de mangroves, elles ont beaucoup de succès, surtout quand elles sont établies dans les zones intertidales. Donc, quand ça leur permet d'être irriguées naturellement par les marées. La pépinière, elle n'est pas dans une zone qui est naturellement irriguée. Il y a une irrigation qu'on fait par la communauté, mais l'eau est prise directement du site. Mais la pépinière n'est pas inondée par la marée. Et ça, il y a une raison, c'est qu'au début, on met de l'eau douce, on ne met pas de l'eau salée du
du système. Et progressivement, au cours de la première année du pied de palétuvier sur le site, progressivement, on augmente la salinité pour l'habituer à ces conditions naturelles. Mais au début, on n'a pas besoin d'avoir cette inondation naturelle puisqu'on ne cherche pas à tout de suite avoir la salinité. Parce qu'en plus, je rappelle, ce site, il est hyper salin. Donc, en plus, si on mettait dès le début cette salinité, la plante, elle ne pousserait pas. Donc, il y a un contrôle de la salinité qui est très précis. Très bien, merci beaucoup. Quels sont les défis que vous avez rencontrés et les leçons apprises à partir de ça? Par exemple, comme cette méthodologie a été développée depuis des années, il y a toute cette partie d'apprentissage, elle avait été faite avant de créer l'association. Mais par exemple, quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'en 2016, quand ils ont créé l'association, ils ont fait leur première année où ils ont planté les plants. Et l'année suivante, il y a eu une tempête et il y a une grande partie de la plantation qui a été détruite. Et ils pensaient vraiment avoir un taux de survie de 0. Et en fait, on s'est rendu compte que certaines espèces sont plus tolérantes et avaient survécu, en particulier le palétuvier noir, qui avait survécu à la tempête et qui s'était établi et qui aujourd'hui encore continue sur cette zone en particulier de croître. Donc finalement, au moins, on a compris comment dans ce site et en fonction du projet de reforestation, certaines espèces sont plus tolérantes à ces événements. Très bien, merci beaucoup. Je coule sous les questions. Est-ce que vous avez des stratégies pour compenser la mortalité quand vous plantez? La stratégie principale, c'est d'avoir un grand contrôle de tous les paramètres du site, d'avoir un suivi et ensuite d'être capable régulièrement de replanter où il y a des trous. Et ça permet de garder une certaine densité et ensuite, naturellement, le site va se reboiser, mais d'avoir un travail continu sur le site. Très bien, merci. Une autre question. Alors, c'est dit, nous savons que les mangroves peuvent stocker efficacement le carbone entre 5 et 10 fois plus que les forêts tempérées. Ça dépend des endroits. Quels sont les inconvénients d'obtenir des financements avec des projets de crédit carbone, si vous pouvez répondre à cette question? Dans le cas de notre association, on n'a pas eu de financement lié au crédit carbone. On a un financement mexicain du gouvernement, de la secrétaire des forêts, qui a mis en place des financements suite à la perte de beaucoup de mangroves sur le site. Et ensuite, on a le financement A Tree for You qui n'inclut pas la partie carbone. Je sais qu'il y a quelques années avant la pandémie, ils avaient eu envie de faire des études du carbone pour évaluer la valeur de ce site en carbone, mais ensuite il y a eu la pandémie, il y a eu des problèmes de financement et cette étude n'a jamais pu être mise. Donc finalement, on ne parle pas de carbone dans notre projet pour un problème de financement, parce qu'avant de parler de carbone et d'obtenir ces financements, peut-être il faut étudier cette partie carbone et on n'a pas encore eu l'opportunité, mais ce serait très intéressant de le faire. Je fais mon doctorat sur le carbone dans les mangroves, donc ce serait très intéressant de mettre en place cette partie dans ce projet, mais sûrement à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malheureusement, il y a encore beaucoup de questions, mais on n'arrivera pas toutes les évoquer aujourd'hui si on veut tenir dans un timing à peu près cohérent avec ce qu'on avait annoncé. On est arrivé déjà à 1 heure. Merci beaucoup, Johanna. Pour tous les gens qui ont posé des questions, qui se sentent un peu frustrés si on n'y a pas encore répondu, nous allons essayer de collecter vos questions, de les synthétiser un peu plus et de les poser directement aux experts. Nous vous répondrons directement. On va essayer de faire pour le mieux. On est désolé, enfin, on est ravis qu'il y ait autant de questions. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet et un vrai manque d'échange d'expérience. On a eu des questions sur les enjeux en Mésoamérique et je pense que Jorge, le docteur Herrera Silveira, va pouvoir répondre à travers toute une expérience et la mise en place d'un guide, d'un manuel de restauration écologique sur les mangroves. Et je pense que ça peut être non seulement utile pour toutes les questions qui ont trait à cette zone géographique caraïbe
et Mésoamérique, mais aussi à tous les autres partenaires, puisqu'il y a de nombreuses leçons à retenir de cette expérience. Jorge, please, the turn. Thank you. Thank you. Well, I want to try to pass another level of the projects because I have been involved in research for more than 30 years in mangroves in Mexico. And this manual is the results of more than 20 years of research. Has been involved with hydrologists, soil experts, GIS experts, ecologists, people that know the botany. And the next, please. Well, this manual has been funded by MARFON mainly, and associations for the Caribbean, because in this area, the mangroves has been impacted for several components, anthropogenic and natural components as the hurricane, yes, the hurricanes. Next, please. This manual is a reference document. It's not a guide for specific steps. This manual offered to the implementers, project designers, consultants, and to develop a strategy for mangrove ecological restoration in any kind of circumstances. Next. Why the Caribbean area? Well, this region has more than 25% of the mangroves of the world. Next. There is it's a very important for the economy. For each hectare has a 23 for 45 million of dollars for hectare in this region. Next. And in this region live more than 100 people, and it's very important for that, the mangroves, because it's a region that offer many ecosystem services for the people that live there. Next. And it's very important to know that in this region there is a relatively low mangrove species relative for example in the Indo-Pacific, where we can find more than 50 species. In the region in the Caribbean has nine species that are very important, because really in this area the most important is that the ecological types of mangroves. Next. Well, however, there is a huge area of mangrove impacted in this region. More than 200,000 hectares is degraded in this region, and there is a high necessity for restoration of these mangroves. Next. Then, after, as a part of the research, we observed that in many areas of Mexico, the restoration, the projects was mainly planting and using nurseries. Really, in our experience, nurseries are not necessary, because the mangroves produce a lot of seedlings. Then use this kind of strategy has a high cost to maintain nurseries, and the other aspect is the physiological component. When you maintain in a nursery a plant, and after you put in the field where the conditions are very different, the plant stressed, then died. There is a high mortality of plants that put from the nursery to the natural areas.
For that reason, we don't recommend that. So in this strategy, the first step is very important. The first step is to have a group in which the society, the group of the society is very important, the professionals and the authorities. But all of them has been, must be to have institutional and agreements. That means that each part of each group has a specific work to maintain the restoration actions in the mangroves. Next. If necessary, to select the site, to define objectives and goals with specific goals in the time. Because in other way, we can spend a lot of money, spend a lot of time with no success. So it's necessary to have a very specific goals and objectives. Next. As a third step, it's necessary to know why the mangrove died and what is the historical use of mangroves and which is the socioeconomic context of the site in order to have a forensic ecology. In this step, we measure water, soil, vegetation characteristics in order to know which is the causes of mangrove die. And we compare with a reference mangrove that is in good condition near from the area that has been degraded. Next. As a fourth step, and taking account the results of the forensic ecology, we design a specific strategy for restoration. For example, can be clean culverts, can be rehabilitation of topography, hydrological rehabilitation, and planting. It depends on each site. So that means that we produce a suite made to measure specific actions for each site. Next. For example, we have a mix of passive restoration or active restoration. Here you can see different examples that the culverts, the hydrological restoration, the planting and topography rehabilitations in order to have a better success. As you can see, we don't use nurseries, and the planting, we try to have a group and during the planting, not maintain as a crop planting that is aligned and not only one species. If we plant in only one species, the resilience of this area is very low. Next. Monitoring. The monitoring is very important because it's the way that we know if the restoration actions are successful or not. If we observe in the indicators that the restoration is working, we maintain these activities. If we observe that the restoration is not successful as we think, we can change the strategy in order to improve the area. The other indicator is the social indicators, and we develop a strategy to measure carbon. For example, in the chat, I put two links for the manual, for this manual, and the other link for the manual to measure carbon capture in restoration projects that we are working with this topic of carbon credits, but not just carbon credits. In our case, the main objective of the restoration is to recover ecosystem services. But as each ecosystem has different hydrological, geomorphological, and soil characteristics, going to recover different ecosystem services. So then we measure these ecosystem services in order to offer opportunities to the communities for the adaptation. Next.
And the other very important processes is the engagement of the community. We offer workshops at the beginning, in the middle, at the end of the project, in order to observe how the perception of the community changed during the project. Now, the communities where we are working has been changing their perception of the mangroves. Now they protect the mangroves that they restored. So we maintain a continued communication with the communities because, as I mentioned it, our main objective is to recover ecosystem services that offer opportunities to the communities in order to improve their economies. Next. Well, this strategy tried to maximize the cost benefits because, for example, in our case, 1 hectare for restoration is around $2,000, between $1,000 and $2,000 per hectare. The other is to improve the synergy within different actors, communities, authorities, academy, and other NGOs. One of the most important things is to entrench the capacities of the local communities in order that they has the opportunity to recover the mangroves and to have different actions. So with this kind of strategy, during the last 15 years, we have intervention in more than 3,000 hectares in the Yucatan Peninsula with a 100% of success. That means that in all the areas has been success. The level of success depends on the level of degraded that the mangrove has. For example, the mangrove has a very high degraded condition. We might take more time, but recover. If the mangrove is not too high, the degradation is not too high, so the recovery is more quickly. But in this case, we have 100 of success in all the areas that has been working. For that reason, Marfond invite us to produce this manual in order to support other mangrove restoration strategies around the Caribbean region. And the last. Thank you. So it was the last. Yeah. Thank you very much, Thank you. Jorge, and maybe, maybe please stay with us because we have different questions to ask you. La première concerne des amis du Bénin et du Sénégal qui demandent si le guide peut être utile en dehors de Mésoamérique et Caraïbes. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être utiles pour d'autres zones géographiques du monde? Well, the strategy is based into understand why a mangrove was degraded. This is the main principle. For that reason, this manual can be used for all mangroves around the world because it's not specific for a geomorphological, hydrological, and soil conditions. Because we start precisely measuring which are these conditions in the site where we want to restore. So for that reason, this manual is useful for all kinds of mangroves and around the world. Merci beaucoup. D'autres questions, c'est est-ce que le guide aborde les problématiques de relations avec les communautés? Tu parlais au début des relations avec les groupes de travail, etc., où il y avait les bailleurs, les chercheurs, etc. Mais est-ce que les relations avec les communautés sont un des enjeux qui est bien développé dans le guide, puisqu'il y a des vrais enjeux, des vrais besoins là-dessus? Yeah, for example, we start with a workshop
with the communities. We invite communities who are in the community. We invite who are interested to participate in mangrove restoration. To this invitation, we give to them a workshop where we talk about what is a mangrove, what is the uses of mangroves, what is the impacts of mangroves, how monitoring mangroves, and how to restore mangroves. And after that, we visit a mangroves. Many people that lives behind the mangroves, as fishermen, for example, never in their life has been in the mangroves. When they observe mangroves, they are fascinated of the ecosystem, and this is the first step. And after, we give to the communities the liberty to decide how organize with them. We don't have intervention in their own organization. You have to give the governance. The governance is part of the group of the community. We can help them, but we don't participate in the internal decisions. Thank you. We have another question. How do you organize interactions between the different stakeholders? Excuse me? How do you organize the interaction between the different stakeholders? Well, we have a very nice relationship, for example, with the National Commission of Natural Protected Areas. It's an organization for the government. And this organization has different connections with NGOs. And when there is an NGO that has funds to mangrove restoration, they ask to us if we want to participate. Now we have several projects around the Yucatan Peninsula, and even we want to participate in a project with the Marismas Nacionales, where the other partner present the last presentation. We want to have a project with WWF, DICONAM, and TNC project in Marismas Nacionales, precisely. We want to advise the project in this area. Merci beaucoup, Dr Herrera. Nous aurons la chance de vous retrouver la semaine prochaine pour le 3e épisode, où vous allez nous parler des approches topographiques voilà, qui sont moins connues, moins maîtrisées jusqu'à présent. Et donc, on sera ravis de vous retrouver la semaine prochaine. Et toutes les questions qui n'auront pas été posées aujourd'hui pourront être à nouveau abordées la semaine prochaine. Merci encore, Enora. Nous allons, pour conclure, laisser la parole. Thank you again. Gracias. Laisser la parole à Marie-Christine, où aujourd'hui encore, il y a eu beaucoup de belles questions et beaucoup de beaux échanges. Marie-Christine, je vous laisse conclure et je reprends la parole à la fin pour annoncer les prochaines étapes. Merci beaucoup. Écoutez, je voudrais d'abord remercier encore une fois pour ces échanges, et on peut se réjouir de la solide expertise en matière de reboisement des palétuviers, et on est loin des grandes campagnes de reboisement orchestrées dans les années 90 par la Banque mondiale ou d'autres. Et donc là, on voit que voilà, il y a eu énormément de réflexion et de progrès, mais comme ça a été souligné à la fois par les intervenants et dans les questions, il y a encore des lacunes en termes de connaissances et d'évaluation, il y a encore des questions qui se posent, notamment sur la raison des échecs et des succès. Il faut bien distinguer la superficie replantée de la superficie qui est effectivement reboisée. Encore une fois, un arbre ne fait pas une forêt et une forêt ne fait pas une mangrove. Et donc, il faut bien aussi distinguer ce qu'on fait à court terme, de planter des propagules, mais ce que l'on vise normalement, c'est d'établir à long terme la mangrove, qui est encore une fois un socio-écosystème complexe, et de restaurer ses fonctionnalités ou ses valeurs qui sont loin de se réduire, par exemple la séquestration du carbone, mais qui ont effectivement bien d'autres valeurs, notamment des valeurs culturelles ou de relations.
Importance qui a été aussi soulignée des suivis à long terme, qui ne sont pas toujours prévus dans les programmes. Et malheureusement, on voit bien la logique des contrats, qui sont souvent des contrats avec des associations ou des organismes, des ONG, de 3 ans, 6 ans, avec un problème de pérennisation. Ça, c'est effectivement une question assez critique. On voit bien aussi, ça a été souligné par de nombreux auteurs, que souvent les échecs tiennent à sont la faute aussi des bailleurs, hein, très souvent, qui font des préconisations et qui ne sont pas de bonnes préconisations, et qui ne sont pas adaptées au contexte local, souvent qui favorisent une seule espèce, notamment le rhizophora, qui exigent des délais très courts. On sait que voilà, il y a la nature, elle a besoin de temps. Comme les sociétés, on a besoin de temps. Les métriques sont encore actuellement très déficientes. On a souligné aussi parfois le manque d'engagement des communautés et surtout, et je insisterai sur ça, le statut souvent incertain des zones qui sont reboisées et qui font l'objet de nombreux conflits. Souvent, donc, ce sont des espèces qui sont transappropriées, ce qu'on appelle des communs, et qui deviennent privatisées, ce qui pose de gros problèmes. Un aspect peut-être qu'on n'a pas suffisamment abordé, encore une fois on a abordé beaucoup de questions, c'est il faudrait mieux évaluer le coût et les bénéfices des interventions. Donc Johanna a parlé effectivement du coût. Dans beaucoup de travaux, on montre que ça ne vaut pas le coup. En fait, il y a eu des millions de dollars qui ont été investis avec souvent des 50% d'échecs. Ce n'est pas le cas de ce qui a été présenté aujourd'hui. Mais on peut s'interroger, est-ce que quand le projet est couronné de succès, finalement, on a beaucoup investi uniquement pour accélérer les processus, la colonisation spontanée des pas étudiés, alors qu'on aurait pu l'investir dans d'autres secteurs, alors que c'est quand même un investissement économique, mais aussi social et écologique très important, et qu'on vise une réhabilitation réelle. Et cette question des coûts, et puis qui va en bénéficier aussi. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment l'évaluer, et l'évaluer pas uniquement en termes de monétaire, mais aussi en termes, comme je l'ai dit, écologiques, économiques et culturels. Ce qui est très important, on a rapidement évoqué la question du carbone. Je dirais qu'avant de prendre des mesures de compensation ou d'atténuation, bon, ça c'est un message général, il faut d'abord éviter les émissions. C'est quand même plus logique. Donc réduire les émissions de gaz à effet de serre avant de vouloir réparer. Et enfin bon, est-ce qu'effectivement on doit être proactif ou passif? On abordera ces questions, j'imagine, la semaine prochaine, avec là encore le rôle, bon, bien sûr, de ces solutions basées sur la nature, mais j'insisterai sur l'importance des solutions qui sont d'abord et fondamentalement entre les mains de ceux qui habitent et qui vivent des mangroves. Donc encore une fois, merci pour toutes ces interventions qui étaient vraiment très, très stimulantes. Eh bien, merci beaucoup Marie-Christine. Prochain épisode la semaine prochaine. Vous nous quittez, Marie-Christine, vous serez remplacée par un autre représentant de l'IRD qui sera Christophe Proisy. On va retrouver aussi Jim Emright du Mangrove Action Project depuis les États-Unis, lui, le coordinateur Asie pour cette initiative. Nous aurons à nouveau le plaisir d'avoir le docteur Herrera depuis le Mexique, présenter le cas, comme on l'a vu par la topographie. Jérémy Amiot, qui représentera le Conservatoire du Littoral depuis la Caraïbe, qui est le gestionnaire d'un projet qui s'appelle J'arrive. Et enfin, Virginie Tsilibaris, qui est du Comité français de l'UICN, en charge de l'Observatoire des mangroves. Donc, vous aurez le plaisir de retrouver tous ces intervenants la semaine prochaine, jeudi prochain. Même heure, même endroit. Merci encore à toutes les questions. Désolé pour ceux qui sont encore frustrés de ne pas avoir eu de réponse pour le moment. Je sais qu'il y en a eu beaucoup de réponses pendant que c'est terminé ces dernières interventions. Merci vraiment à tous les intervenants. Ravi que ça puisse être utile et que ces échanges vous utiles pour la réplication pour faire encore mieux sur vos territoires. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous. À très bientôt.